Henri, merci d'être. Merci de m'accueillir. Donc, le point de départ sur lequel j'aimerais avoir votre point de vue, c'est alors que le monde essaie d'assimiler la récente élection américaine et les implications sur la façon dont les États-Unis vont interagir avec leurs alliés, leurs rivaux et les autres acteurs à travers le monde. Que pouvons-nous déduire du triangle formé par les personnes que Donald Trump nomme dans son cabinet? Ce que disent les données des sondages, et puis certaines des déclarations qui ont été faites, vous savez, avant et après le jour de l'élection. Eh bien, laissez-moi commencer par les données des sondages, qui montrent que dans chaque sondage demandant quel était le sujet le plus important de la campagne, la politique étrangère, l'Ukraine ou la défense arrivent très bas dans la liste, comme à de petits chiffres uniques. Donc, ce que vous ne devez pas en déduire, c'est que le peuple américain approuvait explicitement un changement radical de politique. Ce n'était pas une élection centrée sur la politique étrangère, sauf si l'on considère le contrôle de la frontière mexicaine comme tel. Dans ce cas, c'est cela qui préoccupait les gens. Concernant les personnes nommées, ils forment essentiellement une coalition dans son cabinet. Certaines personnes adoptent une position plus isolationniste, fidèle à la ligne dure Make America Great Again. Il y a des personnes comme Marco Rubio qui ont traditionnellement été davantage dans le camp républicain internationaliste classique. Bien que Rubio, bien sûr, se soit réconcilié avec Trump depuis longtemps, contrairement à la plupart des personnes qui sont dans ce camp. Et puis, il y a des personnes entre les deux. Donc je pense qu'il va y avoir un débat animé. Ce que vous n'aurez pas dans l'administration Trump, c'est l'acceptation par défaut des postulats néoconservateurs de l'époque Bush, Romney, McCain. Il est clair que cette administration en est une modification. Certains veulent un rejet, d'autres souhaitent un léger changement, mais c'est au moins une modification de cela. Et c'est quelque chose que les gens doivent aborder. Et puis, en ce qui concerne les déclarations, il faut se rappeler que Trump se considère comme un négociateur. Donc, quand il fait des déclarations pour indiquer une direction et un effet. Il n'est pas différent de la plupart des gens qui font des déclarations fermes dans le monde de la politique, comme Trump le fait, indiquant une politique claire et inaltérable. Donc, quand je regarde les déclarations de Trump, ce qu'il dit, c'est qu'il veut la paix en Ukraine. Est-ce qu'il dit qu'il ne soutiendra pas Zelensky? Non, il dit « Je veux la paix en Ukraine ». Et c'est quelque chose que Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, moi et les Européens devons régler ensemble. Essayer d'y voir plus que cela, c'est mal interpréter Trump. Et c'est pareil avec la Chine. Oui, cela semble très belliciste. D'un autre côté, Trump aime les accords, et il a aussi parlé du grand déficit commercial de la Chine avec les États-Unis. Sans compte c'est Tarteitaronicha. Eh bien, on peut facilement imaginer les contours d'un genre d'accord qui serait moins belliciste. Alors, que devez-vous faire? Comme l'a dit très célèbrement Selena Zito en Amérique il y a 8 ans, il faut le prendre au sérieux, mais pas au pied de la lettre. Vous avez dit que la politique étrangère n'était pas un des sujets majeurs de son élection, ni une préoccupation principale des électeurs. Vous savez, d'après ce que je comprends de l'histoire américaine, c'est assez rare que ce soit le cas. En dehors de situations comme la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont tendance à être assez repliés sur eux-mêmes, assez concentrés sur ce qui se passe à l'intérieur du pays. Y a-t-il eu récemment beaucoup de cas où la politique étrangère a vraiment été un facteur décisif lors d'une élection présidentielle? Non, pas vraiment. Et donc si j'insiste là-dessus, ce n'est pas pour dire que c'est un changement, mais plutôt que c'est une continuité. Beaucoup de gens dans le monde disent « Regardez Donald Trump, il dit tout cela ». Donc ce que vous devriez en déduire, ce n'est pas cela. Ce que vous devriez comprendre de Donald Trump, c'est que la politique étrangère, comme c'est traditionnel aux États-Unis, sauf pendant des périodes de stress extrême ou de confrontation mondiale qui menacent directement ou sont perçues comme pouvant menacer les États-Unis. Que la politique étrangère n'est pas un facteur majeur dans les choix des électeurs américains. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas secondaire, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de gens qui ont des opinions. Ce n'était pas une élection sur la politique étrangère, mais sur la politique intérieure et l'immigration. Et si l'on observe les sondages basés sur les enjeux comme l'inflation, l'immigration ou certains sujets de politique étrangère, quand ils font des sondages sur la base des enjeux auprès des électeurs américains, mon interprétation a également tendance à avoir un effet beaucoup plus important sur les actions du président pendant un premier mandat où il se préoccupe de leur réélection. Il pense déjà au second mandat.
Mais étant donné qu'il s'agit du second mandat de Trump, vous attendez-vous à ce qu'il ne soit peut-être pas aussi sensible aux sondages d'opinion publique? Ou quelle était votre interprétation de cela? Je crois que Trump pense qu'il a tout encaissé de ce que le monde lui a lancé pendant 9 ans et qu'il s'en était sorti vainqueur. Et il y a beaucoup de raisons de penser qu'il a raison. Et donc, par conséquent, je m'attends à ce que Trump persiste dans ce qu'il communique depuis ces 9 années. Il croit en une restructuration fondamentale du commerce afin que les consommateurs américains ne subventionnent plus les fabricants du monde entier. Les tarifs douaniers sont un moyen, peut-être le principal, mais l'essentiel est la direction prise. Nous allons empêcher les consommateurs américains de subventionner le reste du monde, nous allons les pousser à subventionner leurs propres citoyens à travers une économie basée sur l'Amérique. Il a beaucoup parlé du fait que les États-Unis ne devraient pas subventionner l'armée d'autres nations et ne pas s'impliquer dans ce qu'ils considèrent comme les conflits d'autres pays, qui sont secondaires pour les États-Unis. Nous devrions s'attendre à ce qu'ils prennent cette direction. Maintenant, cela ne signifie pas nécessairement l'isolationnisme, mais cela veut dire une sorte de retrait de l'Amérique en tant qu'arbitre de pratiquement chaque conflit mondial. Regardez le tweet de Trump sur la Syrie. Ce n'est pas notre combat. Si vous voyez le monde comme un échiquier, chaque combat est aussi le nôtre. Chaque position sur l'échiquier influence la suivante, selon la vision traditionnelle des néoconservateurs. Trump n'y a jamais cru et n'y croit toujours pas. Ne comptez pas sur lui pour changer. C'est pareil partout. Trump croit qu'il a gagné. Et Trump est instinctivement un négociateur. Il est instinctivement un bâtisseur de coalitions par le biais d'accords plutôt que par des relations. Donc je ne m'attendrai pas à ce qu'il abandonne l'aspect de coalition basé sur la négociation de son mandat présidentiel. Mais je m'attendrai à ce qu'il n'écoute pas beaucoup les sondages, tout comme il n'a pas écouté les sondages sur ces questions fondamentales pendant toute sa vie d'adulte. Sa vie. Y a-t-il quelque chose que tu as l'impression d'avoir appris de ce cycle électoral? Puisque tes prédictions avant l'élection étaient sacrément proches du résultat, ce que peu de sondeurs peuvent dire. Qu'as-tu appris, sachant que ça a en quelque sorte confirmé ce à quoi tu t'attendais en y allant? Être ouvert aux preuves, c'est toujours apprendre. Une chose que j'ai apprise, c'est que mon intuition, que je n'ai pas incluse dans mes prédictions, mais que j'ai gardée pour moi, s'est révélée juste. Le pays est en réalité plus républicain que ne l'indiquent les sondages. Cela a été confirmé. Mes prédictions auraient été presque parfaites. Elles auraient été parfaites en ce qui concerne les États, cela aurait été presque, et peut-être proche de la perfection. Dans le vote populaire, si j'avais suivi mon intuition plutôt que la moyenne des données. Donc, c'est une chose que j'ai apprise. Une autre chose que j'ai apprise, c'est qu'une coalition électorale est politiquement inefficace. C'est que Trump augmente maintenant les marges dans les zones sûres et réduit les marges dans les zones encore sûres pour les démocrates. Cela n'élit pas forcément des gens au Congrès. Un électorat national comme celui de Trump aurait dû produire plus de sénateurs et une dizaine de membres du Congrès en plus. C'est donc quelque chose que j'ai appris. Et l'une des choses qui va avec cela, c'est le retour au vote partagé. Durant la dernière décennie, de nombreux votes de liste complète ont été observés. À quelques exceptions près pour des candidats très populaires ou très atypiques, voter démocrate pour un poste signifiait voter démocrate pour tous. C'est pareil pour les républicains. Nous avons vu un léger retour au modèle d'avant 2016 où l'on votait républicain en haut de la liste, mais démocrate en bas de la liste. Rien à voir avec ce que nous avons vu, même en 2012, mais assez pour réélire des sénateurs et représentants démocrates clés. Donc ce sont 3 choses. Une chose qui a été confirmée, 2 choses qui ont été apprises, et je suis sûr que j'apprendrai toute ma vie. Parce que ce n'est pas une équation, ce sont des êtres humains et des êtres humains. Bien que plus prévisible que certains pourraient entier le dire dans l'ensemble ou la masse, si vous comprenez, la politique d'une nation et ses tendances ne sont jamais prévisibles avec un degré de précision permanent.